Normalement, j'amène toujours un produit, puis normalement, j'ai toujours vous devant moi. Puis aujourd'hui, je n'ai pas le produit, puis je n'ai pas vous devant moi. Donc, on va le faire un petit peu différent de la formation. Donc, je vais partir. On va utiliser certaines technologies. Là, la présentation, c'est en Microsoft Teams, mais je vais vous envoyer dans le chat un lien. C'est dans Poll Everywhere. C'est comme un Kahoot. Donc, je vous partage un lien et dans un meeting chat, si vous ne savez pas c'est où le petit icône, c'est entre la main et les deux têtes. Donc, s'il vous plaît, ouvrez le lien dans le browser, soit sur l'ordi ou téléphone, peu importe, là, parce que j'ai plusieurs questions à vous poser. Puis c'est une manière que je trouve d'avoir du feedback, surtout quand je donne des formations à distance, d'avoir une bonne idée du groupe et des idées de tout le monde. Donc, s'il vous plaît, ouvrir ça. Puis, je vais vous poser la première question. Donc, déjà une qui a répondu. Là, on est combien dans la formation? On est un total de 22 personnes. Donc, je vais attendre à avoir au moins peut-être 15 réponses. Là. On va voir. Bon, on a 15 personnes qui ont répondu déjà. C'est parfait. Donc, la plupart de vous, vous êtes en véhicule lourd routier. C'est parfait. C'est ça c'est ça le but de la formation. C'est surtout en véhicule lourd routier. Je voulais juste être certain. Il y en a peut-être un ou deux en agricole. Il y en a un en mécanique auto. Vous êtes le bienvenu de rester avec nous. Sinon, vous pouvez aller dans la formation injection directe si vous êtes en automobile, mais ça, c'est votre choix. Prochaine question. C'est une question ouverte, vous n'êtes pas obligé de répondre, puis je n'attendrai pas 5 minutes pour avoir toutes les réponses, mais juste avoir une idée, c'est quoi vos attentes de notre formation ce matin? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, discuter et voir ce matin par rapport à frein à air, électronique, tout ça? Question ouverte, vous pouvez répondre plus qu'une fois. Vous pouvez ne pas répondre aussi si vous êtes en train de boire votre café. Nouvelle technologie, c'est parfait. Mise à jour, oui. Comment ça marche la nouvelle technologie, les nouveautés. Bon, bonne nouvelle, c'est de ça que je parle. C'est parfait. Une autre question, juste avant que je commence. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez avec vos élèves? C'est quoi que les élèves ils citent qui a le plus de difficultés quand vous enseignez les freins à air? Quand moi, je parle de freins à air, je parle de tout le système de manière complète, holistique, dans le sens pneumatique, mécanique, électronique, ABS, contrôle de stabilité, toutes les différentes technologies qui sont reliées à le système de freinage pneumatique. Donc, les élèves, ils n'ont pas de difficulté avec la pneumatique, ils n'ont pas de difficulté avec la mécanique, les inspections, l'ajustement, où tout va bien, c'est juste pour des petites mises à jour, tout va bien, on va voir. C'est parfait. Diagnostic des sondes, c'est un bon point. Je vais parler de ça. Prendre ça en note. Les capteurs, même chose. C'est parfait. Je vais fermer ça. Puis on revient à la formation. Puis, ça, c'est pas une question que je vous pose ouvertement, mais je me pose la question, tu sais, comment est-ce qu'on enseigne les freins à air? Moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas s'il y a de monde de Val-d'Or, pas Val-d'Or, Sept-Îles, je pense que c'est la seule école que je n'ai pas visitée en véhicule lourd au Québec. J'ai visité toutes les autres, je pense, au fil des années, puis j'ai visité quasiment toutes les écoles. J'ai eu la chance, le luxe d'avoir
voyager et visiter toutes les écoles au Canada, au Québec, puis à peu près une centaine aux États-Unis qui enseignent en véhicule lourd. Puis, sérieux, ce que je voyais dans beaucoup d'écoles rassemblait à ça. The air brake system of an automotive vehicle works just this way. The compressor, which corresponds to the bicycle pump, supplies the compressed air. It is driven by the engine. In this demonstration, we're using an electric motor. The compressed air is forced into two tanks. These two reservoirs ensure a sufficient supply of compressed air for any emergency. A safety valve is mounted. Puis, sérieux, je trouvais, quand je... Mounted on or near the reservoirs to sauter ça. the air brake system. Quand je voyageais, puis je visitais des écoles, je trouvais tellement que c'était la même vieille technologie, les mêmes systèmes, c'est les mêmes panneaux de 4x8 de mélamine ou de rite pressé ou contreplaqué avec des composants portés dessus. Puis, tu sais, le côté pneumatique, personne n'avait des troubles avec ça. Le côté pneumatique, puis vous pouvez me dire si j'ai tort là, ou si vous êtes d'accord avec moi, juste écrire dans le chat. Mais le côté pneumatique de base, les fondamentaux, c'était pas nécessairement facile, mais c'était canné. Là. La plupart des écoles étaient très à l'aise avec ça. Puis, même chose pour le côté mécanique. Côté mécanique des freins, l'ajustement des freins, changement des freins, des sabots, des tambours, dans la plupart des cas, quand je parlais avec des profs, j'ai fait quelques sondages, il n'y avait pas vraiment de problème à enseigner ça. C'est peut-être des fois des difficultés avec certaines cohortes d'élèves qui sont moins habiles avec leurs mains aujourd'hui, mais à part de ça, pas grand-chose. C'était vraiment quand on commençait à parler dans la ligne entre les systèmes de mécanique électrique et pneumatique. Dès qu'on a acheté la technologie un peu plus poussée, c'est là que les écoles ont plus de problèmes, plus de difficultés avec leurs élèves. Donc là, je vais vous montrer ça.
Qu'est-ce qu'on vient de voir? Autre question. Vous prenez des notes. Vous avez bien vu le petit vidéoclip. J'aimerais voir, c'est quoi que vous retenez de cette vidéo? C'est quoi les technologies des différents types de capteurs, des différents types de technologies ou interventions que vous voyez? Vous devrez voir, la question, oui, active. Donc, si vous voulez répondre dans Poll Everywhere, donc autonome, conduite, Bendix, camion. As-tu d'autres? Radar, détection. C'est bien. Assisté, technologie, radar, très évolué. J'aime ça voir ça de même. C'est tellement intéressant parce que, oh yeah, bon, braking, cruise control, stabilité adaptative, radar, assistance, contrôle stabilité. Donc, les vidéos télémétrie, c'est une bonne affaire, une bonne idée. Puis, je vous regarde, puis cette vidéo-là, pensez-vous que c'est une vidéo de 2020? C'est pas une vidéo de 2020. Sérieux, j'ai regardé plein de vidéos, là, j'en ai regardé en français, en anglais, partout. J'essaie d'en trouver une qui n'est pas trop pitch de vente, qui n'est pas trop juste des choses. Des fois, on cherche les vidéos de même sur YouTube. La moitié de la vidéo, c'est juste pitch de vente, pas trop de technologie, pas trop course. J'en ai pas trouvé d'autres. Cette vidéo-là que je vous ai fait visionner, là, ça date de 2016. Ça fait déjà 4 ans, sinon presque 5 ans depuis qu'ils ont publié cette vidéo-là. Puis les technologies, c'est plus juste des idées, c'est plus juste des choses qui s'en viennent. On peut acheter aujourd'hui des kits complets des composantes de ADAS pour des camions pour faire des retrofits. Ils se vendent des kits ADAS, Advanced Driver Assist Systems, système avancé, assistance de conduite. OK? Puis tout ça, je vous parle de ça parce que pour moi, c'est tout relié à le système de ABS, ATC, ESP. Je vous explique. Je vais juste aller chercher le bon slide. Ouais, non, je l'ai en place. C'est parfait. J'ai fait ça hier. Cool. Bon. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est un aperçu du futur. Si on prend la boule cristal puis qu'on regarde, là, on sait qu'il y a une partie de notre futur qui touche toutes ces technologies-là qu'on vient de voir dans la vidéo Bendix. Puis là, je vous montre un schéma pneumatique d'un camion moderne ABS, ATC, ESP avec la remorque. Puis je vais peut-être choisir quelqu'un. Je vois Victor qui est là. Il y a d'autres mondes que je connais. Genre, je connais bien. Victor, je te connais. Je vais peut-être en choisir un. S'il y en a un parmi vous qui veut prendre la parole, je vais vous poser des questions. Donc, je vous demande à quelqu'un de se présenter, puis on va démuter. Puis je vais vous poser des questions par rapport à ce schéma-là, par rapport à la technologie ADAS, assistance à conduite, ABS, ATC, cruise control, tout ça. Puis véhicule, camion autonome. Oh, Victor, si tu démutes, il n'y a pas eu de contrôle. Je sais, mais c'est normal. Oui. OK. Je pose une question très facile. Merci, Victor, pour te. J'espère, facile. Ah oui, c'est ça. Toujours. OK. Avec le schéma qu'on a devant nous,
est-ce qu'il y a une manière pour le camion d'appliquer les freins sans que le conducteur appuie sur le pédale? Je vois plus ou moins là, toutes les composantes là, du schéma. Là. OK. Mais je vais dire, ça, c'est un schéma qui date de quelle année, ça? C'est quand même assez récent, ça? Oui, très récent. Alors, je te dirais que oui. Je te dirais que oui. Puis, ça serait quoi le chemin? Parce que si on prend un schéma d'un camion typique, traditionnel, dans un camion normal, est-ce que c'est possible d'appliquer les freins, que Nordy décide d'appliquer les freins sans que le conducteur pèse sur le pédale? Mettons avec un système d'ABS. Est-ce que c'est possible? Non. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que les valves modulatrices font juste relâcher la pression, maintenir la pression ou appliquer la pression, mais il faut que la pression soit déjà là. Exact. Puis c'est ça la réponse que je cherchais, c'est qu'avec un camion typique, frein ABS, il y a zéro manière, il n'y a aucune manière que le camion décide de freiner par lui-même parce qu'il est dépendant de la pression qui vient du pédale, de la pédale. Et je me trompe tout le temps. Donc, il faut que la pression vienne de la pédale, arriver aux valves modulatrices, puis que la valve modulatrice qui est contrôlée par l'ordi, qui décide, parfait, j'applique les freins. Donc, auparavant, avec des camions et des systèmes de freinage ABS seulement, il n'y avait aucune possibilité d'avoir des technologies plus poussées, ADAS, autonomes, semi-autonomes. Dès qu'on arrive avec ATC, la différence entre un camion ABS et un camion ATC, c'est quoi la différence au niveau pneumatique, au niveau des valves? C'est quoi la valve qui s'ajoute dans le circuit? La valve Traction Control. Là, Traction Control, qui est en fait comme comme un relay valve un petit peu, mais qui a sa propre alimentation d'air. C'est ça. Qui est relié direct au tank, à une des tanks. Puis, c'est ça la clé pour avoir des systèmes autonomes. Si je prends le schéma qui est là, le valve direct au centre ici, je vais prendre mon petit pointeur laser. Juste là, valve relay anti-blocage, anti-patinage. C'est lui la clé pour le ATC, le anti-patinage. Puis la seule différence entre un camion ABS ATC, à peu près, c'est ça. Puis la seule différence entre un camion qui a anti-patinage et un camion complet contrôle de stabilité, c'est l'ajout d'une deuxième valve relais anti-blocage, anti-patinage en avant. Parce que lui, il est relié seulement à des freins arrière. Vous me suivez? Oui. OK. Donc, si on prend un camion qui a la valve relais anti-blocage, anti-patinage en avant, qu'est-ce qui nous manque pour faire un camion ou ajouter une technologie semi-autonome, cruise control? Qu'est-ce qui nous manque? Ben, il manque le radar pour voir ce qui se passe à l'entour du véhicule. Au niveau freinage pneumatique mécanique, il manque tout de quoi? Ah, pour le mécanique. Ouais. Ou pneumatique? Il manquerait peut-être un module appliquer de la pression. Ouais. Peut-être la puissance du cerveau de Hardy qui drive tout ça. Ah, oui, OK, oui. Peut-être. Le module qui drive, qui contrôle l'ensemble. Mais au niveau pneumatique, pour moi, c'est la clé un peu pour les prochaines quelques années pour vous à enseigner les systèmes de frein pneumatique mécanique, électronique, tout ce que vous enseignez dans ce module-là. Si on arrive au point d'enseigner ABS, ATC, ESP, contrôle de stabilité, de manière efficace, ça va être facile à appliquer tout le reste parce qu'au niveau pneumatique, mécanique, du freinage, il n'y a rien qui change entre un camion, contrôle de stabilité, et un camion autonome. Rien. Parce que toutes les technologies, toutes les valves, tout est là. Ce qu'on ajoute, c'est la puissance du cerveau dans les modules qui contrôlent tout ça. Donc, peut-être un autre réseau, réseau CAN, module plus performant. Puis des capteurs. On ajoute des capteurs, soit comme vous venez de dire, radar, soit ultrasonique, LiDAR, des caméras. Peu importe les technologies qu'on utilise pour ajouter une feature, une technologie, au niveau de freinage, ça va rester pareil. Pareil. Donc, bien maîtriser
le pneumatique électronique et mécanique d'un camion d'aujourd'hui avec contrôle stabilité, traction control, ça va vous mener loin ça va mener vos élèves loin dans leur carrière parce que tout va s'appliquer dès que les technologies viennent s'ajouter. OK? Oui. Merci, Victor. Donc là, Oui. je vais vous expliquer un peu. Là, on enlève ça. C'est pourquoi chez Consulab, on a développé un nouveau produit. Puis moi, le but, c'est je veux vous montrer tout ce qu'on a appris en développant le produit. Vous n'avez pas besoin d'un autre produit pour enseigner tout ça parce que vous avez des camions, vous avez toutes les autres affaires. Puis c'est la même technologie. C'est rien que nous avons inventé. Notre produit, il la facilite, le processus. Mais tout ce que nous, on a appris parce qu'on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis d'argent dans le développement de ces produits-là, moi, mon but, c'est de vous montrer les choses que nous avons apprises lors du développement du produit. Ce qu'on peut faire avec le produit, c'est complètement différent de tout ça que vous avez jamais vu parce que c'est un simulateur de conduite. Nous avons un pédale à fuel puis un pédale à frein. Et maintenant, vous pouvez prendre votre classe au complet, tous les élèves, puis leur faire un road test pour essayer comment le système fonctionne. Donc, on peut voir des événements d'anti-blocage. Donc, on peut voir quand la roue est sur la glace et qu'elle est en frein. On peut voir quand la remorque bouge dans le vent, que le système ABS, contrôle de stabilité, embarque. Et la même chose pour le système anti-patinage. Ce qu'on a appris quand on a regardé ce qu'on peut faire, c'est une des clés pour la compréhension pour les élèves de comment que les différentes technologies marchaient ensemble. Le lien, c'était la conduite du camion. La démonstration de certains scénarios. Il y a longtemps, on parlait avec vous, avec les profs en véhicule lourd. Puis, il y avait, mettons, juste ABS, juste ATC, pas de blind spot detection pour l'angle mort, pas de radar pour le cruise. Mais on parlait juste de ABS. ABS, c'était comme correct. OK, on ajoute des capteurs, on ajoute quelques valves, c'est pas trop complexe. Là. Tester les valves, tester les capteurs, c'était quand même facile. C'était des capteurs 2 fils. Même pas de oscilloscope, vous êtes en mesure de le tester puis mesurer. Là, avec l'ATC, c'était plus compliqué. Puis déjà, l'idée de comment ça marche, qu'est-ce qui arrive lors de l'application du freinage anti-bloquant, qu'est-ce qui arrive au SCAM? On parle, OK, c'est comme pomper la pédale, là, mais ça va plus vite que ça. Voir les impacts, comment est-ce que l'électronique contrôle la valve modulatrice, comment est-ce qu'elle maintient, elle relâche la pression, à quelle vitesse, c'est quoi l'impact pneumatique, c'est quoi l'impact mécanique sur la roue. Puis, ce qu'on a découvert, c'était vraiment une des meilleures pratiques, des meilleures choses à faire avec vos élèves, c'est de leur montrer le système fonctionnel pendant qu'il y a un scénario d'anti-blocage ou d'anti-patinage. Je vais vous montrer ça. Vous venez d'avoir le camion et la remorque dans votre salle de classe. Qu'est-ce que vous feriez? Bien, on va partir le moteur. Il faut commencer quelque part. Vous pouvez enseigner à vos élèves ce qu'on appelle le trough test et la vérification de toutes les composants qui se fait à chaque fois que l'ignition est allumée. Maintenant, si je pèse sur le pédale accélérateur, il n'y a rien qui se passe parce qu'on a encore le parking brake du camion ainsi que la remorque. Donc, on va commencer à enlever le parking brake du camion, ce qu'on voit là, puis on va faire la même chose avec la remorque. Maintenant, je peux peser sur l'accélérateur et on va voir l'avancement du véhicule. On peut attendre à atteindre la vitesse maximale. Et vous pouvez démontrer à vos élèves plusieurs différents scénarios de là,
montre un scénario. D'avoir le camion et la remorque dans votre salle de classe. On peut voir l'antipatinage. Si je pèse sur l'accélérateur et que les roues restent encore sur la glace, on va voir le résultat. Excuse-moi, ça a coupé la vidéo pour l'ABS. Je vais essayer de la retrouver dans une seconde. Parce que c'était là. Ouais. Pourquoi ça ne marche pas? C'est pas grave. On va faire le contrôle de stabilité. J'aimerais faire une démonstration du système contrôle de stabilité de la remorque. Donc, ça me prend quelqu'un pour m'aider. Donc, Jeff est là pour m'aider. Maintenant, je vais freiner et Jeff, il va bouger la remorque. Un bel job, Jeff. Là, on peut entendre la différence avec les freinages et les valves modulatrices qui contrôlent les deux roues de la remorque. Sont différents quand la remorque tasse de côté que juste un freinage anti-bloquant. Puis, je vous demande, puis vous pouvez répondre peut-être dans le chat, combien d'entre vous ont déjà eu l'expérience de conduire un camion sur la glace puis que l'ABS a fonctionné? Pas dans le questionnaire. Là. Mais je présume que la plupart de vous avez déjà eu l'expérience de voir le feeling de la pédale lors d'un freinage ABS. Puis, de pouvoir montrer ça à vos élèves, c'est quelque chose de très puissant. Parce que si on veut les amener plus loin dans les camions autonomes, des différentes assistances à la conduite, il faut qu'ils comprennent un petit peu comment est-ce que le système va interagir avec les différents types de capteurs. Puis la réaction de la système. Puis c'est sûr qu'on a découvert lors du développement de ce produit-là. Je vais revenir au schéma. C'est ça que je vais faire là. Je vais faire ça. Puis je vais amener un autre schéma. Je vais mettre lui. Je vais peut-être prendre une autre personne si quelqu'un veut répondre à mes questions. Je ne sais pas, Steve, ou j'ai vu Bruno arriver, que je connais bien, Serge, je ne sais pas s'il est là. Serge est en mécanique auto. Mais Victor, tu es le bienvenu. Mais si quelqu'un veut être mon élève pendant 2-3 minutes, je vais vous poser des questions. Ouais, bonjour Nathan, Bon. pas de problème. Parfait. Ça a l'air, j'ai Steve et Bruno. Vous pouvez, vous deux, être là à 2 élèves, ça va marcher bien. Donc, tu sais, ce que je veux qu'on discute, c'est un peu, tu sais, les systèmes de base pneumatique, comme on voit sur le schéma, comme j'ai expliqué tantôt, le pneumatique et mécanique ne changent pas. Ils ne changeront pas. Oui, il va avoir les nouvelles technologies. Il va changer de caliper, changer de disque, plaquette, sabot, peu importe. Mais les principes de base ne changeront pas avant longtemps. Puis le côté pneumatique, fondamental, ça reste pareil.
c'est plus dans le contrôle. Puis, comme j'ai dit tantôt, la seule différence entre le schéma que j'ai à l'écran puis le schéma d'un camion autonome, c'est l'ajout d'à peu près une valve, puis beaucoup plus de puissance dans l'ordinateur, puis quelques autres capteurs, comme des inputs pour radar, lidar, ultrasonic, caméra, tout ça. Puis je vous demande, qu'est-ce que vous faites à vos centres avec vos élèves pour qu'ils arrivent à comprendre ABS ATC? Spécifiquement. C'est quoi les démonstrations? C'est quoi que vous faites pour, à part le pneumatique, les mécaniques de base qui ont déjà appris, qui s'appliquent à un camion sans ABS? Ben, on a ben là, tu me demandes d'être élève, là, moi, Oui. Ben, qu'est-ce que vous faites avec vos élèves pour arriver à la compréhension de ces technologies? On a un petit banc d'essai semblable au vôtre, là, moins évolué. Tout simplement que l'application, c'est de faire comprendre le système anti-blocage, que les roues ne bloqueront pas, empêcher les roues de bloquer. OK. Donc, c'est toujours des démos live. Est-ce qu'il y a des centres qui le font avec le vrai camion? Est-ce que vous sortez dans le cours, ça glace l'hiver, puis faire un freinage d'urgence avec 15 élèves dans la cabine? C'est quelque chose qu'on a la possibilité de faire chez nous, c'est sûr. On sait qu'on ne peut pas faire ça. Mais, tu sais, je vous donne un exemple. Moi, je viens de la domaine, à la base, je viens de la domaine mécanique auto. Puis quand les véhicules hybrides sont arrivés, j'avais lu plein de livres, puis des articles, puis le monde m'a expliqué comment ça marche. Puis j'ai appris ça un petit peu à l'école. Mais ça avait comme jamais catché dans mon cerveau. Vraiment, en théorie, je comprenais comment ça a marché. Mais c'était une prof, je pense que j'étais à un congrès au Texas, c'était une prof que je connais bien. Après sa formation, il m'a vu marcher dehors. Il dit Hey, Nathan, embarque. Il m'a mis dans le siège passager de son Prius. Il me passait un ordi Toyota avec le logiciel Toyota. Il dit check les datapids, des infos sur le scanner. Il dit check ça sur MG1, MG2, telle technologie, telle affaire, le torque, la vitesse. Puis pendant que lui, il conduisait, il m'expliquait comment ça marchait. Puis pendant ces 5 minutes-là, j'ai découvert et compris tout ce qui me manquait en voiture hybride. Puis ça me marquait. Puis je trouve qu'avec le ABS ATC, puis surtout le contrôle de stabilité, c'est souvent cette partie-là qui nous manque en tant que formateur, puis qui manque à nos élèves. C'est vraiment la partie de l'appliquer, voir en fonctionnement, puis l'analyse, de voir les données bouger, le data stream live, puis de faire l'événement. C'est ça qu'on a découvert, puis c'est ça qu'on essaie de faire qu'on fait avec notre produit. C'est ça que je vous suggère d'essayer de faire avec vos groupes, avec vos élèves, c'est de trouver une manière de faire des démonstrations. Une fois que vos élèves ont appris les technologies de base, c'est de l'appliquer puis de voir en fonctionnement le système. Puis, avez-vous d'autres manières que vous faites ça? Ou êtes-vous d'accord avec les directions que je suggère? Absolument. Par rapport, ben, c'est très, 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 très simple. Juste des petites vidéos à basse vitesse, là. Oui. Bon, Volvo en a des très bons, là. C'est tout simplement, il y a des marques sur les pneus, puis à basse vitesse, on voit tout simplement l'application des freins, ça ralentit, on voit la roue qui change de vitesse jusqu'à arriver à 5 km/h, ben là, ça barre. Ça, c'est très, très, très simple, c'est rien de compliqué. Oui. C'est pas un essai en tant que tel, mais vidéo explicatif, on le voit. C'est ça. Puis si je t'invite, Bruno, si tu as le lien, si tu veux nous le partager à tout le monde, le lien des petites vidéos Volvo que tu utilises avec tes élèves, tu es le bienvenu. Parce que, tu sais, je veux qu'on voit les façons d'expliquer ça aux élèves qui marchent, qui touchent les élèves. Parce que, tu sais, on essaie surtout, tu sais, avec les élèves aujourd'hui, des fois, c'est difficile de capter leur attention. Puis,
trouver une manière qui est réussie à comprendre. Là. On trouve ça difficile des fois, surtout avec les technologies comme ça. Donc, merci Bruno, puis merci Steve. Je vais continuer. Si vous avez d'autres questions ou des questions pertinentes, levez vos mains ou vous pouvez vous démuter, puis je vais répondre à vos questions. Sinon, je vais continuer avec... Juste... C'est pas celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. OK. Là, au départ, vous m'avez dit que vous voulez apprendre un peu plus sur les différents types de capteurs, puis le diagnostic des systèmes électriques. Donc, je vais vous mettre un schéma à l'écran. Puis, je vais vous poser des questions encore. Puis, s'il y a du monde qui veut répondre pour le groupe, vous êtes le bienvenu. Steve, Bruno, Victor ou autres. Parce que les capteurs qu'on trouve dans un camion avec ABS ATC, les inputs ne sont pas très nombreux. On a à chaque roue, on a un capteur de vitesse. Puis c'est quoi vos façons d'expliquer ça à vos élèves aujourd'hui? Peut-être Steve, je ne sais pas si tu veux répondre à ça. Capteur de vitesse de roue, c'est probablement inductif 2 fils. Oui, on fait toutes les vérifications par rapport justement à ça. Là, hein. Expliquer que chaque capteur va prendre la vitesse de rotation. Et puis, à partir de là, l'ordinateur analyse s'il y a une roue qui tourne plus vite que les autres ou moins vite que les autres dans le cas d'ABS. On fait les vérifications électriques des capteurs eux-mêmes au niveau de la résistance, au niveau de l'induction de courant quand la roue tourne. Okay. Mais c'est vraiment de cette façon-là, de base, qu'on va l'expliquer. Est-ce que pour ces types de capteurs, vous utilisez un oscilloscope pour le diagnostic? Non. OK. Est-ce que parmi nous, il y en a une école, un professeur que vous faites la vérification avec un oscilloscope? Francis Lapointe. Oui, ben en fait, ça, j'en ai un oscilloscope, là, mais Oui. c'est surtout que je monte une vidéo, c'est plus pratique, là, Okay. avec les différents signaux sur chaque roue, là, tout ça. OK. Ça, ce type de capteur existe depuis des décennies. Un capteur 2 fils inductif, ou je ne sais pas si vous avez un autre nom pour ça, là, magnétique ou peu importe, mais c'est un capteur qui génère sa propre signal. Il n'y a pas de 5 volts, puis une masse, puis un signal digital qui sort de là. C'est un signal analogue. Puis c'est une des meilleures chercher une manière juste de commencer les oscilloscopes avec vos élèves. Je vous suggère de commencer avec ces capteurs-là. C'est comme le meilleur exemple que vous pouvez avoir d'enseigner des oscilloscopes. C'est ces capteurs-là. Puis vous pouvez le faire sur le camion, sur n'importe quel camion qui a un capteur 2 fils. Puis les choses importantes à apprendre avec ça, bien, évidemment, avec un oscilloscope, il y a 2 choses à apprendre. Les 2 axes, voltage, les scales, donc le voltage puis le temps. Puis une chose qu'on a vue avec plusieurs écoles, c'est que une des meilleures façons de commencer, de débuter des élèves avec un oscilloscope, c'est de leur dire rien, puis de les débuter le plus tôt possible. Quasiment, il y a des écoles qui commencent avec un oscilloscope avant de faire la loi d'Ohm. Je sais, c'est contre-intuitif, mais parce que l'oscilloscope, si vous dites rien à vos élèves, puis que vous faites juste le petit setup du voltage puis du temps, puis vous branchez ça sur les 2 fils, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'ordi, il n'y a rien, puis vous avez la roue. Puis l'élève, il tourne la roue, puis il commence à voir une ligne sur un écran qui bouge. Puis plus qu'il tourne la roue, plus que la ligne bouge, plus que what's the word?
le voltage monte, mais il y a un autre mot, amplitude. Plus que l'amplitude monte, plus que la fréquence monte. Puis c'est vraiment magnifique de voir comment est-ce qu'un capteur 2 fils avec rien puis un oscilloscope peut aider l'élève à comprendre autant la loi d'Ohm, autant comment le capteur fonctionne et autant cette merveilleuse outil qui est l'oscilloscope. Vous voulez dire quelque chose? Oui, j'aimerais ça partager sur ce que tu viens de dire. Oui. Par rapport à ton capteur magnétique, moi, une des choses qu'on fait, c'est on prend un aimant, on prend un fil, on prend un aimant, on enroule le fil alentour de l'aimant, puis on construit notre propre capteur magnétique. Puis là, on va chercher le signal de ce qu'on vient de faire, du capteur qu'on vient de produire. Et les élèves voient le principe que tu n'as pas besoin d'avoir un signal 5 volts pour être capable de produire un voltage alternatif, exemple. Exact. Puis il y a tellement d'expériences que vous pouvez faire en magnétisme, en électromagnétique. C'est vraiment quelque chose, une façon de présenter l'électricité. Puis ça touche tellement le système de freinage parce que dans les camions lourds, dans tous les camions que j'ai vus, tous les schémas que j'ai vus, vous n'avez qu'un type de capteur. Je n'ai jamais vu de magnétorésistif. Je n'ai jamais vu de 3 fils à FA, comme on voit dans d'autres. On voit ça dans le moteur, mais jamais ces roues. Est-ce que vous pouvez me contredire, dire que vous avez d'autres capteurs qui commencent à voir arriver sur les camions? J'en ai jamais vu non plus. C'est ça. Puis j'ai essayé, là, j'ai fait des recherches, j'ai posé la question à toutes les fois que je parle avec des profs en véhicule lourd, puis personne n'a vu autre que le type de 2 fils. Puis en mécanique auto, ils ont abandonné ça quasiment il y a une dizaine d'années. Ils sont tous virés vers un magnétorésistif, qui est une autre technologie. Il ne faut pas les confondre parce que c'est pas pareil. Mais je vous suggère vraiment de faire l'exercice avec vos élèves avec un oscilloscope. Parce que c'est une chose, tu sais, on parle de système freinage avec contrôle stabilité, ABS, ATC, les camions autonomes, les technologies qui s'en viennent d'assistance à la conduite. Mais dans tous ces cas-là, à la base, ça nous prend la vitesse de la roue. Ça nous prend la vitesse de la roue. Ça nous prend la vitesse de la roue. Puis au Québec, les roues sont encore sur l'asphalte. Puis qu'est-ce qu'il y a sur l'asphalte? La slush, la neige, le sel, puis la rouille qui est tout autour. Puis c'est une des composantes qui est toujours plus problématique à cause de ça. Soit qu'il y a résistance dans les fils à cause de la rouille, soit que le capteur vient pogner dans le petit sleeve pour l'ajustement. Puis, tu sais, un camion autonome va avoir les mêmes problèmes qu'un camion avec ABS de 1995. Les mêmes problèmes. Donc, ce parti-là, il faut que vos élèves la maîtrisent bien, le comprennent bien, puis que leur diagnostic de capteur soit fiable. C'est quoi si vous avez une charte diagnostique ou une procédure diagnostique pour des capteurs, c'est quoi que vous suggérez à vos élèves pour la diagnostic de ces capteurs-là? C'est quoi dans leur check visuel, ohmmètre, voltage, change de pièce? Ben, dans notre cas, dans mon cas personnellement, c'est beaucoup au niveau du voltage. Puis on est capable de le démontrer facilement en éloignant simplement le capteur. De voir que le signal en voltage change vraiment en éloignant très peu le capteur. On va voir tout de suite une différence qui peut induire l'ordinateur en erreur. Un principe intéressant, je ne sais pas si vous l'expliquez à vos élèves, c'est moi, j'appelle ça comme un trigger point. C'est des. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est que, sur un oscilloscope, si vous travaillez avec un oscilloscope, vous avez le choix d'utiliser un trigger. OK? Ça veut dire vous mettez un petit point à un certain niveau de voltage, puis que l'oscilloscope vienne aligner ton signal sur ce. Puis une fois que l'élève, que vous maîtrisez ça, puis que vous comprenez, OK, le trigger, il y a des triggers en montant, en descendant.
Puis une fois qu'on passe à ça, le oscilloscope, à chaque fois que le signal dépasse 1,5 volts, en montant, il dit ça, c'est quelque chose que je mesure. Puis c'est comme une information pertinente pour leur dire OK, à chaque fois qu'il passe 1,5 volts en montant, je mesure ça. Puis le principe de penser à un trigger, qui en fait, c'est comme ça que l'ordi ABS fonctionne. Lui, il y a des triggers là-dedans. C'est pour ça qu'à basse vitesse, vous ne voyez pas la vitesse de la roue parce qu'il est en bas du trigger point. Puis c'est facile à expliquer avec un oscilloscope. Vous pognez l'oscilloscope, vous faites la même chose, puis vous pouvez le faire quasiment avec juste le voltage. Steve, ton démo de voltage, vous le faites en courant alternatif, je présume? Oui? OK. Puis, tu sais, vous pouvez prendre le multimètre en courant alternatif, le mettre sur les deux fils, tourne la roue un peu plus vite, puis voir, OK, mettons, j'ai 3 volts. Bon, on peut expliquer à tous les élèves, parfait. 3 volts, on sait que l'ordi, il lit ça. Puis, vous pouvez expliquer aux élèves que ça vient faire ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais on peut juste dire un chiffre, OK, tout le monde, l'ordi, il lit seulement à 1,7 volts en montant. Donc, à chaque fois que ça fait positif 1,7, l'ordi fait toc, toc. Puis on relie ça avec les dents sur la roue dentée. Puis on dit, OK, mais si à chaque fois qu'on monte 1,7 volts en montant, c'est un roue dentée, puis là, on sait qu'il y a 60 dents ou peu importe le chiffre. Puis là, on peut expliquer comment est-ce que l'ordi mesure puis transforme un signal analogue en digital, en chiffre utile. Puis une fois qu'on fait ça, on peut expliquer que dès qu'on est en bas de ce point-là, de ce voltage-là, l'ordi ne voit plus la vitesse. Le signal est plus bon. Puis ton exemple d'éloigner le capteur, dès qu'on éloigne le capteur à une certaine distance, puis que le voltage baisse, on ne voit plus ça. On ne voit plus le signal. OK? Au début de la formation, vous vous posez des questions sur le diagnostic des sondes. Est-ce qu'il y a d'autres sondes en spécifiquement que vous voulez que je parle, mis à part les capteurs de vitesse de la roue? Je vois dans le chat, Francis avait écrit « Super modulatrice de pression contrôlée électroniquement ». Autre chose qu'induction. J'ai jamais vu autre chose qu'induction. Bonjour, Hugo. Je regarde que l'ABS mesure, c'est la fréquence et non le voltage. Ben, c'est vrai, mais il y a le trigger point du voltage qui permet de lire la fréquence. Tu as absolument raison. Puis je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça. On va muter quelqu'un qui fait du bruit. OK, c'est plus là. C'est certain que c'est la fréquence qui nous donne la vitesse de la roue. Puis peut-être que dans une future formation, je vais prendre un oscilloscope, puis parce que je vais préparer plein de choses pour lui, ben, je n'avais pas prévu de vous démontrer le signal oscilloscope d'une capture ABS si j'aurais pu. En fait, j'ai peut-être de quoi. Donnez-moi une minute. Damien, si tu veux juste jaser pendant une minute, je vais juste chercher de quoi pour peut-être répondre à vos questions. Il reste 25 minutes, Nathan. Je sais. Pour le ton break. Sinon, vous autres, comment vous trouvez ça, la formation en ligne? Faites-vous beaucoup de formations en ligne? Y a-t-il 50-50? Ou vous êtes beaucoup théorique encore? Y a-t-il des changements? Ou c'est relativement semblable comme avant? Ça dépend des écoles. Dans notre cas, ça n'a pas vraiment changé encore. Là. Tout se fait en présentiel.
c'est qu'en mécanique, là, il y a une certaine partie qu'on pourrait faire à distance, là, mais ça reste une formation qui est en grande majorité pratique, fait que ça serait dur à faire. Non, c'est sûr. Allez-vous être là au cocktail? Bon, excusez. À Montréal, on a 4 heures en présence étudiants à l'école puis, par jour, là, puis on a 2 heures à distance. Ça veut dire que les élèves ne sont pas plus qu'à 4 heures à l'école. Sont-ils séparés comme des, mettons, secondaires 3, 4, 5 ou c'est comme avant, là, les groupes? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est qu'à l'école, on a juste du DEP, là. Non, ben, je veux dire, supposons que vous avez 8 groupes en même temps. Avez-vous décidé qu'il y a 4 groupes qui restaient en théorie à telle date? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de logistique là, dans les écoles là, présentement. Là. OK, ouais, non, ben on a un groupe A, groupe B, c'est qu'il y a des étudiants que le matin sont en théorie, les autres sont en pratique, tandis que pour l'après-midi, en tout cas, il y a un horaire, là. L'après-midi, c'est le contraire. Là. Fait qu'il y en a en pratique puis il y en a en théorie. Fait qu'il il y a 2 groupes qui se croisent pas. Ça veut dire que ça limite le monde en même temps à l'école. Ouais, ça vous donne-tu de la broue dans le toupette un peu, ou, sûrement? Ben, c'est différent, là, mais si on n'est pas capable de s'adapter à quelque chose comme ça, bon, on ne s'adapte à rien. Là. C'est comme d'autres choses. Il y a toujours eu des changements dans tout. Fait que c'est différent. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. C'est comme ça. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Est-ce que c'est. Ouais, de toute façon, pas le choix. Ben, c'est en plein ça. On fait avec. Oui, c'est ça. Moi, je m'ennuie plus de ça, là, d'embarquer dans le char et de me promener. Là. Ça fait depuis le mois de mars, là, quasiment, là, on est comme en. On bouge moins, on fait rien. Là. Ça, je m'ennuie. Je veux aller vous voir, là, puis comme à soir, normalement, on aurait pris un petit drink ensemble. Là. Ouais, c'est sûr que là, hier et aujourd'hui, ben, c'était pas mal les 2 journées. Là. Jean-François, il est sur la ligne, le président, là, il n'est plus capable, il ne se tient plus, là, il triple. Là, il aurait aimé ça, lui faire son congrès, mais qu'est-ce que tu veux? Ça va être l'année prochaine. Oui, c'est ça. Ouais, en espérant que ça va marcher l'année prochaine, mais d'après vous, ça va aller bien. Ouais. Ça va dépendre du président de l'association. Il met la pression, hein? Il met la pression. Ouais. Ben non, Bon. ça va tout le temps bien organiser les congrès, c'est juste la COVID, là, cette année qui fait. On peut pas se rassembler, fait qu'on peut pas. Fait qu'on fait à distance avec Nathan. Ben oui. Merci Nathan en passant. Hey, moi, c'était un plaisir. Puis j'avais tellement hâte de vous voir parce que, tu sais, tout le monde, on s'ennuie puis on passe au congrès. Surtout, je trouve que depuis quelques années, les programmes au Québec sont de plus en plus innovateurs. Encore là, moi, j'ai la chance de la perspective un petit peu plus large parce que je vois les programmes aux États-Unis, au Canada. Donc, je peux vous comparer vos programmes comparés à ce qu'ils font ailleurs. Puis je dirais, depuis quelques années, je vois de plus en plus au Québec, ça coche, il y a des programmes innovants, il y a des nouvelles affaires qui se font. Surtout cette année en véhicule automobile, avec le CPE, le programme VE, les véhicules électriques hybrides, Ouais. et les formations de tous ces formateurs-là, puis les centres des CFP qui embarquent là-dedans, c'est un premier en Amérique du Nord. Là. Je regarde même les programmes en Californie où ils sont très verts, sont très électriques, puis tout ça. Il n'y en a pas tant. Là. Puis là, on a un programme provincial. Puis, ce que vous faites dans les programmes en camion lourd, ça devient quasiment plus la référence. Vous êtes de plus en plus innovateur dans vos façons de faire. Moi, j'avais vraiment hâte à la PMQ cette année là, pour voir ce que vous faites, puis aussi vous montrer ce que nous avons fait depuis un an. Là, j'ai regardé, parce qu'encore là, je voulais vraiment parler de ceux que vous intéressez dans le diagnostic des capteurs. Je vois, il y a quelques commentaires de Hugo dans le chat. Puis, j'ai essayé de trouver un exemple, un fichier que je sais existe, mais je n'ai pas réussi, évidemment, quand on a 25 personnes qui regardent par nos épaules. C'est difficile de trouver les fichiers. Mais
Je vais juste répondre à des commentaires de Hugo par rapport à des capteurs et les cycles courants alternatifs. Parce que ceux qui arrivent avec un capteur inductif, je vais prendre le temps de parler de ça parce que c'est pertinent, parce que chaque camion, quand on voit sa route, a les mêmes capteurs, a les mêmes problèmes, puis chaque ordi mesure la même façon. Donc, vous savez, c'est quoi un signal sinusoïdal? OK? Ça fait ça. Ça monte, ça descend. C'est comme un courant alternatif. OK? Ça, c'est le signal qui donne chaque capteur de roue d'un camion. Donc, mettons qu'on a 4 ou 6 ou peu importe, mais même les capteurs sur la remorque, c'est la même chose. Donc, quand la roue tourne, il y a une roue dentée à l'intérieur avec, je pense, je ne sais pas si c'est 60 dents. Puis à chaque fois que le dent en métal dépasse le capteur, on vient 100 dents. Parfait, merci Hugo. À chaque fois que le dent dépasse le capteur magnétique, il vient induire du courant, comme je pense que c'est Bruno qui a donné comme exemple. T'sais, vous pouvez faire ça avec vos élèves, là. Pogner un aimant, prendre du fil, mettre-le autour, passer une bout de métal devant, puis vous allez avoir le petit kick inductif, surtout avec un oscilloscope. Moi, je parle toujours, pour apprendre tout ça, là, ça prend un oscilloscope. Il faut mettre l'oscilloscope. Explique-les pas aux élèves, branche-les, ils vont être captés parce qu'ils vont voir une ligne qui bouge. Ils trippent. OK? Mettre l'oscilloscope, faites tourner la roue, puis vous allez voir que hop, le voltage monte, puis après il descend. Il monte, il descend. Puis le principe, il y a l'amplitude qui est la distance entre le point 0 voltage et le voltage positif et le voltage négatif. OK? Ça, c'est l'amplitude. Puis, plus que la roue tourne vite, plus que l'amplitude est grande, plus qu'on a du voltage. Une autre chose qui affecte l'amplitude, c'est la distance entre le capteur et les dents de la roue dentée. Donc, si le capteur est trop loin, comme l'exemple de Steve tantôt, on éloigne le capteur, on a moins de voltage, on a moins d'amplitude, le signal, il fait ça. Il est plus petit. Puis la fréquence, tout ça, on parle d'amplitude et voltage, que en fait, l'ordi s'en fout complètement. OK? Plus ou moins. Que ça soit à 3 volts ou 33 volts, l'ordi ne fait aucune différence. Ce que l'ordi veut voir, c'est la fréquence. Combien de fois que la roue, combien de dents a passé? S'il y a 100 dents qui ont passé, ça veut dire que la roue a tourné une fois, ça veut dire que cette distance-là a été parcourue par le camion. Mais le point que je voulais faire tantôt, que je vais essayer de le mettre clair, c'est que le voltage et le trigger point dans l'ordi existent. Et ce phénomène ou ce principe-là est important à comprendre pour vous en tant que formateur et pour vos élèves. C'est que il faut atteindre le minimum voltage que l'ordi lit, puis après ça, il s'en fout de voltage, puis c'est juste la fréquence qui marche. Mais dès que le voltage est trop bas, il lit pas. Puis c'est la meilleure façon de montrer ça à vos élèves, c'est avec un oscilloscope, avec le setting trigger, puis mettre le trigger plus haut, puis juste tourner la roue lentement. Puis si l'amplitude, le voltage du signal n'atteint pas le trigger, votre signal d'oscilloscope, c'est le phénomène que ça flotte, ça vient changer. Minimum 0.25 volts AC pour le trigger. C'est pas beaucoup. C'est Hugo qui vient de nous écrire ça. C'est vraiment pas beaucoup de voltage. Mais l'affaire, c'est que si vous avez plein de rouille, vert de gris, le capteur est croche, il est brisé, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a plein de facteurs qui affectent ça, mais qu'à basse vitesse, qui n'atteint pas le 0.25 volts AC, là, il n'est pas la vitesse. Soit vous allez avoir un code, soit vous allez avoir un freinage ABS qui embarque quand il ne devrait pas embarquer. Ça m'est déjà arrivé dans la vraie vie avec un véhicule. Puis c'est très dangereux si l'ABS embarque quand ça ne devrait pas. C'est extrêmement dangereux parce que ça prend le conducteur par surprise. Puis on peut faire des accidents avec ça. Donc, savoir ça, puis faire la démo de ça avec vos élèves, je vous suggère de le faire, de mesurer le voltage, de faire ça avec un oscilloscope et de tourner la roue à basse vitesse. Bon. L'autre question sur le contrôle de stabilité. Oui, c'est ça. Francis, vous pouvez parler.
Oui, en fait, moi, ça va pour le capteur Oui. de position. Quand- Moi, c'est plus savoir stabilité, parce que j'imagine qu'il prend l'input de l'angle de braquage, puis il prend tous ces systèmes-là ensemble, puis il fait l'analyse. Fait qu'exemple, si je suis en contre-braquage, c'est tout programmé dans l'ordinateur. Mais moi, ma question, c'est, y a-t-il d'autres sensors, exemple, parce qu'on a vu la remorque tantôt qu'elle cantait, elle levait. Donc, y a-t-il un genre de sensor pour calculer l'angle de la remorque ou quelque chose comme ça? Oui, absolument. Je vais prendre ton exemple, puis tu peux rester là puis poser d'autres questions. Je vais expliquer certaines affaires, puis on va revenir ce schéma-là. Encore là, je parle de ce que nous avons appris avec notre produit. Donc, je prends ça comme exemple. Nous, on a pris ça s'appelle le Wabco RSS+, je crois. C'est le module. C'est un module tout en un. En fait, je vais prendre une photo de ça, puis je vais vous le montrer. Puis, dans le module de la remorque, il y a... Voyons. Je prends ça et ça là. Je parle de lui. Vous voyez le module qui est là? Vous m'assurez? Oui, je vois ça, oui. Excellent. Lui, c'est un module tout en un qui s'installe sur la remorque, qui a les valves modulatrices de la remorque, qui est l'ordinateur ABS et ESP, contrôle de stabilité de la remorque. Puis là-dedans, il y a des capteurs gyroscopiques qui sont capables de capter pas juste l'angle du camion, l'angle est important ou de la remorque. On va capter l'angle, l'inclinisation, côte à côte, avant-arrière, dans tous les axes. Mais il y a aussi l'effet que le camion ou la remorque, si on glisse sur la glace, mettons qu'on commence à faire un drift, bien, là, on bouge pendant qu'on n'est pas aligné avec la direction où on s'en va. Donc, il y a comme un braquage, un décalage entre les directions qu'on prend et aussi que la remorque est en train de drifter ou le camion fait du drift. Puis, on combine ça. Donc, dans tous les cas de ESP, contrôle de stabilité, et pour tout ce qui est autonome, l'ordinateur, il analyse tout le temps la vitesse des roues. La base pour tout ça, c'est toujours la vitesse des roues. Il n'y a aucun camion autonome qui marche au monde qui ne regarde pas toutes les vitesses des roues. Même chose pour les automobiles. Donc, ça, c'est la fondation. Donc, on commence, vitesse des roues, ABS. Des petits valves qui contrôlent le freinage de chaque roue de manière individuelle. Autre niveau, c'est traction control. On rajoute un relay valve, un valve modulatrice, un relay valve pour le antipatinage qui est là, qui peut alimenter les valves modulatrices sans que le pédale est pesé. OK? Après ça, on rajoute un deuxième en avant qui nous permet vraiment, une fois qu'on a les deux valves relais, qui permet d'alimenter les modulatrices sans que le pédale est touché. Ça veut dire que l'ordi est assez puissant pour freiner chaque roue de manière individuelle. Ce qui est la rêve si on veut contrôler un camion, parce que quand tu chauffes le camion, tu n'as pas 4 pieds, tu n'as pas 4 pédales. Mais l'ordi, il y aura 4 pieds, 4 pédales, il peut contrôler chaque roue de la manière individuelle. Ça, c'est tout côté output. Côté input des capteurs, on a le volant. Donc, un capteur qui va capter vraiment l'angle du volant. Suite à ça, des capteurs gyroscopiques qui vont capter vraiment l'inclinisation de la camion, de la remorque, des yaw sensors ou G-force sensor. Suite à ça, on peut ajouter d'autres capteurs pour les systèmes de conduite, soit radar, ultrasonic, pour le cruise control, des caméras et tout ça, qui combinent avec des ordi très, très puissants pour dire, OK, là, on tourne à gauche, le camion est incliné de 3 degrés, mais tout d'un coup, la remorque bouge de manière inhabituelle. Donc, je décide de freiner telle roue pendant X temps pour le ramener où ce que je veux. Nathan, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, mais avant de procéder, je vais juste voir si j'ai répondu à la question à Francis.
Oui, c'est bon. C'est bon. Mais les gyroscopes, dans le fond, il y en a sur le camion et sur la remorque. Là. Oui, absolument. sur les Pour pouvoir comparer entre les deux les données. Oui. Fait que là, ici, oui, c'est bon, ça marche. Oui. Puis c'est difficile. Je dirais, Francis, si tu as un camion ou une remorque à votre centre qui a ces technologies, ça, c'est le Webco RS Plus, le module que je vous montre là. Si vous avez une remorque avec ça, essayez de brancher parce qu'il y a une prise diagnostique sur la remorque. Lui, il parle avec le camion, mais tu sais, le lien entre les deux, c'est un peu poche parce qu'il se parle juste par le connecteur 7 brins. Donc, c'est un Power Line Control, communication. Donc, ce n'est pas une vraie CAN bus entre les deux. Il fonctionne quasiment de manière pas autonome, mais ils sont seuls au monde. La remorque, il est fonctionnel, il fait son ABS, ESP, puis le camion, il fonctionne avec son ABS, ATC. Il se parle juste par le Power Line Control, PLC. Le PLC, oui, c'est ça. Exact. Puis souvent, dans l'industrie, Nathan, si tu me permets, ce qui arrive, c'est que les gars prennent le film bleu, puis ils cancellent sur l'ABS. Donc, ce qui fait en sorte que l'ABS de la remorque est alimenté par le signal d'urgence, le signal de secours par le fil rouge, la lumière des breaks. Puis à ce moment-là, comme tu viens de mentionner, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que la remorque travaille carrément indépendamment du tracteur ou vice-versa. Les deux ne se parlent pas. Parce que le PLC ne fonctionne plus. Oui. C'est ça. Puis juste pour ajouter, si tu me permets 30 secondes, il y a 2 autres capteurs aussi qui sont utilisés dans le système anti-renversement. C'est ce qu'on appelle les Brake Load Demand Sensors, qui sont sur les relais valves, autant en avant qu'en arrière que sur la remorque. Ils vont indiquer au système de stabilité si le chauffeur appuie sur la pédale de break. Puis c'est proportionnel, c'est pas on-off, là. C'est-à-dire la pression d'air sur les relais valves est de combien. Puis s'il y a une suspension à l'air active aussi, ben à ce moment-là, il y a des capteurs de load sensors sur les ballons à l'air aussi qui vont indiquer combien j'ai de charge appliquée sur ma suspension. Oui, merci Hugo, parce que ce n'est une que j'avais oublié de mentionner parce que il y a, je l'ai-tu sur ce schéma-là, ce qu'il y a 2 ou 3 capteurs de pression des lignes pneumatiques. C'est une nouveauté. Vous n'avez jamais vu ça auparavant sur les systèmes ABS. Même ATC, là, il y en a très peu. Je pense même pas qu'il y a des camions avec ATC qui ont des. C'est comme des capteurs de pression. C'est comme un boost pressure sensor du moteur, mais qui va des lignes à air. Puis ça a l'air. Je n'ai pas d'image de ça. Mais tu sais, les lignes pneumatiques qui sont là, en nylon ou plastique, peu importe, c'est des DOT, des lignes pneumatiques. Mais c'est la même fitting. Ça rentre des lignes. Donc, c'est comme on met un T dans le circuit, on rentre le capteur à pression, qui est vraiment cool. C'est un capteur 3 fils, comme un boost pressure sensor quasiment. 5 volts, masse, puis un signal qui sort, qui donne proportionnellement combien est-ce que le chauffeur a pesé en livre de pression d'air. Puis avec ces infos-là, pour le freinage, ainsi que pour la suspension, l'ordi est assez intelligent de dire, OK, là, on vire à gauche, le chauffeur, il pèse, puis j'ai 50 livres dans mon appliqué. Puis là, je vire à gauche, le yaw rate, il fait ça. OK, il prend toutes ces infos-là avec la vitesse des roues, puis il va décider de freiner telle roue pour ramener le camion pour pas qu'il vire. Hugo. As-tu un autre commentaire ou question parce que tu as la main levée? 5 ou 5 minutes si tu veux faire un blitz, quelque chose. Oui, mais je vais prendre des questions à la fin. Oui. Dans 2 secondes, je vais juste finir ça. Hugo n'a rien à dire. Donc, moi, on a 5 minutes qui restent. Moi, j'aimerais juste prendre vos questions puis voir si vous avez d'autres questions, commentaires, d'autres choses que je peux vous expliquer ou vous montrer qui va vous aider. Moi, je vais mettre l'adresse courriel à Nathan si des fois vous avez des questions par la suite que vous pouvez peut-être lui en parler. Ça se peut que le monde sont déjà rendus à pause café. C'est correct. Il reste-tu des questions?
Avez-vous appris de quoi, Steve et autres, Victor, Bruno? Oui, c'est sûr. Surtout dans mon cas, au niveau du fonctionnement de ton antidrift sur la remorque, puis tout ça, la façon qu'il communique, la façon que. On voyait toujours le système ABS remorque comme étant pratiquement complètement indépendant. Mais c'est sûr que le petit signal qu'on peut avoir en avant, là, je ne sais pas à quel point il parle au camion pour lui dire, entre autres, mettons, lâche la pédale à vite, puis le derrière est parti. Je ne sais pas s'il va jusque-là sur sa communication avec le véhicule. La communication qui se passe sur le fil bleu du 7 brin, c'est, de mémoire, me semble, c'est du genre du J1718, qui est un protocole comme le CAN bus, mais plus ancien. Donc, il peut se dire, j'ai des codes, j'ai du trouble. Je ne me rappelle pas si la remorque, je pense qu'il fait plutôt de reporting dans le sens que la remorque, ils disent au camion de « Hey, ça va pas bien, je suis de côté, je fais en freinage ABS, aidez-moi. » là. Mais je ne suis pas sûr que la remorque peut demander au camion de faire d'antipatinage ou d'autres choses. C'est plutôt... Puis la manière qu'ils sont faites, vu que les camions et les remorques, ils ne restent pas branchés ensemble, puis c'est pas toujours la même remorque qui est sur le même camion. Là. Ça change souvent, dépendamment de plein de facteurs. Sont faites pour être fonctionnelles de manière individuelle. Donc, tu sais, ça se peut que vous avez un camion qui est plus récent que la remorque, ou une remorque qui est plus récent que le camion. Donc, il peut y avoir des cas qu'ils se parlent, mais qui ne font rien ensemble. Il dit, OK, ben, je te dis ce que je fais, mais tu n'agis pas. Mais il y a d'autres cas, si vous achetez un camion remorque à date 2021 avec toutes les technologies qui se parlent ensemble, qui vont vraiment travailler ensemble. Donc, c'est ça ma connaissance. Sinon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous remercier d'être là et de participer. J'espère que vous avez appris de quoi, c'est toujours mon but. Donc, j'espère que je vous ai appris quelques petits trucs aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.